Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur LCI, secrétaire général de la CFDT. On va tout de suite parler de l'interview événement de Emmanuel Macron ce soir sur TF1 LCI. Laurent Berger, il pourrait vanter une économie française performante avec un taux de croissance de 6,7% de fait. C'est un bon bilan. Point d'interrogation. Écoutez, il y a un an, on aurait pu avoir un échange où je vous aurais dit les craintes des faillites, des suppressions d'emplois, des fermetures d'entreprises. Mais ce n'est pas un bilan individuel. Ce qui s'est passé depuis mars 2020, c'est une implication très forte de l'ensemble des acteurs économiques et sociaux pour faire en sorte que l'économie ne s'effondre pas avec cette crise sanitaire. Toutes les semaines, on a été en contact dans des réunions tripartites pour dire attention à tel secteur, il faut soutenir tel secteur, il faut soutenir tel type de travailleurs, telle catégorie de travailleurs. Donc oui, on est pas sorti malheureusement de la crise sanitaire, mais dans une situation économique qui est meilleure que ce qu'on craignait. Oui. Tant mieux. Moi, je ne réclame pas la misère pour pouvoir faire du syndicalisme. C'est mieux, mais les réalités macroéconomiques cachent aussi beaucoup de disparités. Disparités sectorielles, disparités territoriales selon les secteurs professionnels. Et puis disparité selon les personnes. On a encore 5 millions de chômeurs, 2,8 millions de personnes demandeurs d'emploi longue durée. Donc pas de triomphalisme, mais c'est mieux que ce qu'on craignait. Pas de triomphalisme. Ça, c'est une mise en garde à l'égard d'Emmanuel Macron qui pourrait être tenté de dire, grâce au quoi qu'il en coûte, il y a eu le quoi qu'il en coûte. Il y a eu un Bruno Le Maire aussi qui a été présent pour répondre à mais ça, je le souligne. Oui, je le dis, la gestion économique et sociale de cette crise, avec une critique sur les personnes les plus fragiles, les plus en situation de pauvreté, où je crois qu'on n'en a pas fait assez, mais sur la gestion dans les entreprises, dans les secteurs professionnels de cette crise, d'un niveau économique, mais aussi d'un niveau social, pour soutenir l'emploi, on l'a fait. J'ai envie de dire, on l'a fait. Mais pas le gouvernement. Si, le gouvernement aussi, mais tout le monde. Quand on a négocié les accords d'activité partielle longue durée pour pas d'avoir de suppression d'emplois, mais plutôt d'avoir du maintien de l'emploi pour attendre la reprise d'activité, ce sont les équipes syndicales et les employeurs qui, dans les entreprises, l'ont fait. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Si Emmanuel Macron s'attribuait le mérite, lui, parce que vous avez souvent, quand même, Laurent Berger, critiqué sa tentation d'être en solo, d'aller en solo, sans tenir compte, par exemple, des corps intermédiaires et des syndicats. S'il avait cette tentation-là, vous diriez, c'est abusé. Franchement, presque j'ai envie de vous dire que je m'en moque, parce que je sais dans la période dans laquelle on est, il va falloir que chacun s'attribue des choses. Ce que je dis, c'est que la réalité, c'est que depuis mars 2020, dans beaucoup de concertations, que ce soit au niveau national, mais aussi dans les entreprises, dans les secteurs professionnels, c'est la mobilisation collective qui a permis qu'on maintienne l'emploi et qu'on maintienne l'économie. C'est ça l'essentiel. Après, comment chacun l'utilise. Il faut qu'Emmanuel Macron le souligne, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Il faudrait qu'il le fasse. Justement, on parlait des bas salaires. Un mot quand même de l'annonce de l'augmentation du SMIC à 0,9%. On l'a su hier soir, l'INSEE, hausse mécanique du 1er janvier, après celle exceptionnelle du mois d'octobre, ce qui porte le SMIC à 1 603 € brut à partir du 1er janvier prochain. Laurent Berger, de quoi soutenir le pouvoir d'achat, ou est-ce qu'il faut un coup de pouce? Mais il faut cette revalorisation du SMIC. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'à chaque fois qu'on fait cette revalorisation du SMIC, qu'il faut faire de façon automatique, parce qu'il y a inflation, eh bien, ça ne suit pas dans les branches professionnelles. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions. Eh bien, ça veut dire que cette augmentation automatique, celle qui a eu lieu en octobre et celle qui a lieu ce mois-ci, enfin le mois prochain, c'est très bien. Il faut une revalorisation du SMIC pour suivre l'inflation. Mais à chaque fois, il faudrait que dans les branches professionnelles, on augmente les minima de branche pour qu'ils ne soient pas en dessous du SMIC. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plus de 2 millions de travailleurs dans le secteur de la distribution, dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur de la propreté, dans le secteur des déchets, etc., etc. Il y a encore 31 branches où il y a des minimums de branches qui sont en dessous du SMIC. Et à quoi on assiste aujourd'hui? On assiste à beaucoup de conflits sur les salaires. Et je vais vous dire, je m'en réjouis. Souvent menés par des équipes CFDT. On a assisté à des conflits à Leroy Merlin, à Decathlon. Il y a un conflit en fin de semaine à Auchan. Auchan, 750 millions de dividendes versés en août 2021 et une proposition patronale d'augmentation salariale en dessous de l'inflation. C'est inacceptable. On a des conflits dans l'agroalimentaire en ce moment. Tout simplement parce qu'on a aussi des propositions en dessous. On a des conflits dans des entreprises où ces travailleurs, depuis mars 2020, ont été ultra présents, ont été ceux qui ont fait tourner les choses et qui ne sont pas reconnus à leur juste implication et qui ont souvent des rémunérations qui sont trop faibles et en dessous du SMIC. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est que
En même temps où il y a cette revalorisation automatique du SMIC, il faudrait que le gouvernement dise, écoutez, toutes les branches qui ont des minima en dessous du SMIC, vous négociez dans les 3 mois une revalorisation de vos grilles, sinon on remettra en cause les allégements de cotisation jusqu'à 1,6 fois le SMIC qui font que les entreprises n'en versent quasiment pas. Parce qu'il le dit, hein, il encourage toutes les entreprises. On a reçu encore Elisabeth Borne il n'y a pas longtemps qui le dit. Il faut absolument que ceux qui ne jouent pas le rôle des minima sociaux. Maintenant, il faut de la contrainte. Il faut de la contrainte. Ouais. Il faut de la contrainte. C'est pas acceptable que lorsque vous êtes embauché au SMIC, il faut attendre, si vous passez les échelons dans les branches professionnelles, vous pourrez rester 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 15 ans au SMIC. Ce n'est pas acceptable. Mais c'est vrai dans le privé, c'est vrai dans le public. Les agents de catégorie C, il y a 5 échelons qui sont en dessous du SMIC. 5 échelons d'agents de catégorie C. Donc, en termes de motivation, de déroulement de carrière, ce n'est pas acceptable. Donc, il faut clairement que ça bouge dans le public comme dans le privé. Ce n'est pas possible qu'il y ait des branches, des niveaux professionnels ou des échelons, peu importe de quoi on parle, de privé ou public, qui soient en dessous du SMIC. Donc vous êtes très clair, il faut menacer de sanctions si dans les 3 mois... Oui, et il y a un levier, la puissance publique a un levier, c'est les allègements de cotisation. Oui, mais il y a presque plus de charges sur les bas salaires. Eh bien justement, on fait qu'il y en aurait un peu plus, parce que même le rapport d'experts sur le SMIC l'a montré. Il y a des entreprises qui disent on n'augmente pas les salaires parce que de toute façon, comme c'est des allègements jusqu'à 1,6 fois le SMIC, si on augmente les salaires, on n'aura plus forcément autant d'allègements. Mais on est chez les fous en fait. On est chez les fous, ça veut dire qu'on n'a plus la récompense du travail, on regarde les choses en fonction des allègements. Donc il faut que les branches professionnelles soient contraintes à négocier. Il y a un levier pour ça, c'est les aides publiques versées par la puissance publique, par l'État. Eh bien, il faut les contraindre à le faire, sinon il faut revoir le versement de ces aides publiques. Et vous pensez que sous la contrainte, ils ne le feront pas ? Que décidément les entreprises, il y en a certaines qui... Il y a des branches professionnelles, il y a des entreprises qui ont cédé parce qu'il y a eu de la conflictualité. Je pense à une entreprise qui s'appelle Cocotine, je pense à Maison du Café récemment, je pense à une branche professionnelle comme les paysagistes qui a augmenté leur salaire de 5%. L'hôtellerie propose une augmentation de 10%. Oui, ça reste encore à construire dans l'hôtellerie parce qu'il y a beaucoup de retard. Et vous demandez 25%. Mais parce qu'il y a beaucoup de retard. Et eux, ils proposent 10%. Les équipes CFDT, il y a beaucoup de retard. Et puis, il n'y a pas que ce sujet-là dans l'hôtellerie. Il y a la question du travail de week-end, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des branches professionnelles, des entreprises qui ont enfin compris, des fois un peu sous la contrainte, qu'il fallait agir, sinon les salariés, y compris, se désintéresseraient de leur secteur professionnel. Toutes ne l'ont pas compris, tant pis, s'il faut aller au conflit. Je vous le dis clairement, je soutiendrai toutes les équipes syndicales qui, dans des entreprises où il y a eu des profits, qui ont été bénéficiaires pendant cette période depuis 1 année ou 2 années maintenant, eh bien, qui mèneront des conflits pour une juste répartition de la richesse. Alors, on parlera de la campagne tout à l'heure. Votre avis nous intéresse. Mais là, je voudrais savoir si vous validez certaines solutions de candidats. On est dans la campagne, chacun va faire sa proposition sur le thème du pouvoir d'achat. Ils savent bien que c'est un sujet qui est primordial pour les Français. Éric Zemmour, il dit il y a trop de différence entre le brut et le net. Donc lui, il suggère une baisse de la CSG pour les salaires de 2 000 € et moins. Et ce qu'il dit-il, il promet donc comme de cette façon un 13e mois. Non, mais il faut expliquer que lorsqu'on verse des cotisations, qu'elles soient salariales ou patronales, c'est pour faire vivre un système de protection sociale. Ce système de protection sociale, il nous a été bien utile pendant cette crise pour traverser la période. Et donc, c'est un déni de solidarité. Cette logique-là, c'est un déni de solidarité de la part de M. Zemmour. Ce n'est pas totalement étonnant, mais non, c'est une mauvaise solution. C'est-à-dire que la solution, c'est une augmentation des salaires bruts, qui impliquera aussi évidemment une augmentation des salaires nets, mais sûrement pas de mettre fin au système de solidarité sociale à travers le financement via les cotisations syndicales, salariales ou patronales. Alors, augmentation des salaires, c'est ce que propose Valérie Pécresse. Hausse de 10% des salaires, hausse de 10% des salaires pour ceux qui sont inférieurs à 3 000 € en supprimant les cotisations vieillesse. Et du coup, on fait comment pour financer le système des retraites? Non, mais vous savez, d'abord, on n'est pas vraiment dans la campagne, on est dans la pré-campagne, donc il y a les idées qui vont sortir les unes après les autres. Vous savez, moi, je les invite, alors ceux qui sont fréquentables, parce qu'il y en a qui ne le sont pas de notre point de vue. L'extrême droite. Marine Le Pen et Zemmour, Éric Zemmour. Mais je les invite à regarder les propositions que les organisations syndicales font, dont la CFDT. Je les invite à regarder ce que font comme propositions les organisations membres du pacte du pouvoir de vivre. On a 90 propositions qu'on vient de sortir, y compris sur les bas salaires. Je fais des propositions très concrètes aujourd'hui sur les augmentations salariales. Et donc, il faut arrêter d'avoir je crois que la parole publique, elle ne doit pas
elle ne doit pas finalement se moquer du monde. On ne peut pas dire qu'on va baisser les cotisations et qu'on va continuer à faire vivre un système de protection sociale. Ce système de protection sociale, il a été déterminant. Ça a été un élément de solidarité déterminant. Donc on ne touche pas, ne pas toucher aux charges, aux cotisations, pardon. Ne pas toucher aux cotisations. Mais je crois que dans beaucoup d'entreprises qui ont fait des bénéfices dans cette période, je vous parlais d'Auchan tout à l'heure, on peut en parler d'autres, notamment les entreprises de l'agroalimentaire, il faut une juste répartition de la richesse. Enfin, depuis quand ? En fait, il faut comprendre, et je crois que c'est un élément nouveau, que la question du pouvoir d'achat, c'est aussi une question de salaire. Et la question de salaire, c'est aussi la responsabilité des employeurs. Donc la responsabilité de ceux qui veulent gouverner demain ou qui gouvernent aujourd'hui, c'est de contraindre les employeurs à avoir des logiques salariales. On parlera de la campagne. Juste un mot, parce que vous dites les Français sont fatigués. Vous êtes associé à la Fondation Jean Jaurès, la CFDT, pour explorer les ressorts de la société. Vous faites le constat qu'ils sont fatigués. Moi, je rappelle quand même, campagne de vaccination réussie. Croissance de retour. L'emploi est bien reparti. Le pouvoir d'achat, pour une majorité de Français, effectivement, il y a une minorité, c'est moins bien. Elle a résisté. L'industrie donne des signes de reprise. Fatigue de quoi ? Mais en fait, d'abord, on s'est associé avec 12 experts. Ouais. Il pourrait y en avoir d'autres en sciences sociales. Nous, depuis le début, on disait, cette crise, il faudra la gérer économiquement, socialement, mais elle va provoquer des éléments sociaux, des comportements inédits. On est en train de vivre une situation inédite et qui dure. Et donc, ça ne veut pas dire que tout va mal. Ça veut dire qu'il faut tenir compte. Vous savez, quelqu'un qui est dépressif, c'est pas parce que vous dites tous les jours, regarde, tes enfants vont bien, tu as un boulot, tu vis dans un coin sympa, etc. Les injonctions, qui va mieux. On sait que ça ne marche pas. Et donc la question, c'est oui, il y a une fatigue, y compris démocratique. Mais ça veut. C'est au-delà de la pandémie, c'est ça. Mais c'est bien au-delà de la pandémie. Parce que The Economist qui nous regarde, par exemple, le journaliste de The Economist, journaliste britannique, dit mais le pays va bien. Mais il ne le voit pas. Bien sûr, mais sans doute. Et puis, il y a une forme de fatigue et qui peut avoir des conséquences, y compris sur la question démocratique. Et l'idée, c'est pas d'essayer, vous connaissez la CFDT, c'est pas d'essayer de dire que tout va mal. La situation économique, je vous l'ai dit, ça va mieux que ce qu'on craignait, tant mieux. Il y a évidemment, pour nombre de travailleurs, des choses qui vont beaucoup mieux, qui vont bien, avec de l'emploi, de l'activité économique, de la répartition de la richesse. Mais ça ne dit pas les choses de la façon dont on construit du commun, dont on se projette collectivement. Et individuellement et collectivement, il y a une forme de fatigue. L'idée, c'est pas de prospérer sur ça, c'est d'essayer de trouver les leviers. Et je crois que dans les leviers, il y a beaucoup plus de délibération, beaucoup plus de projection dans l'avenir, autrement que dans des débats stériles sur des sujets qui intéressent personne. Enfin voilà, je crois que le temps de la présidentielle doit être un débat où on se projette et où on essaye de parler positivement de l'avenir et pas. Mais ça part d'un constat où les gens, sont fatigués. Et puis il y a des secteurs quand même. On ne parle pas de l'hôpital, mais les gens sont en train d'en baver. Ça, on en parle souvent. Oui, on en parle. Non, mais on n'en a pas parlé ce matin. C'est ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est, vous voyez, il y a quand même des endroits, des secteurs où les gens sont en situation de fatigue immense. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de travailler pour essayer de regarder comment on s'en sort individuellement et collectivement. Et collectivement, justement, vous parlez de la campagne. Quel candidat répondrait le mieux à cette fatigue ? On n'aura pas de candidat. La CFDT ne soutiendra aucun candidat, vous le savez pertinemment. Mais Emmanuel Macron, pour revenir à lui, Emmanuel Macron, il a une réponse économique. Elle a 3 principes, la CFDT. Le principe, c'est qu'il faut tout faire pour combattre les thèses d'extrême droite. Parce qu'elles sont mortifères pour notre société et mortifères pour les travailleurs. Est-ce que tout est fait ? Est-ce que tout est fait aujourd'hui pour combattre ces thèses ? Mais on ne fait jamais assez, la preuve. Elles sont encore assez prégnantes. J'entendais Anne Hidalgo, c'est pas un mystère pour personne. Elle est maire de Paris candidate et elle dit réveillez-vous, réveillez-vous. Le deuxième principe, c'est que c'est une totale indépendance de la CFDT. Totale indépendance de la CFDT. On prendra parti. Il n'y aura pas de candidat soutenu par la CFDT. Et le troisième élément, c'est être indépendant. Non, pas du tout. Le troisième élément, c'est que indépendant, ça ne veut pas dire muet. Ça ne veut pas dire on va porter des propositions, que ce soit sur le travail, sur la protection sociale, sur l'emploi. Et on portera des propositions beaucoup plus larges avec le pacte du pouvoir public. Vous souhaitez les recevoir pour leur demander quel est votre programme social ? On les recevra, sauf ceux de l'extrême droite, je vous l'ai dit. C'est une barrière infranchissable pour vous. Mais bien sûr, mais parce que cette perméabilité à laquelle on assiste aujourd'hui, elle est terrible. Donc on recevra tous les candidats, sauf ceux qui ne répondent pas à nos valeurs. Ça sert à quoi de les laisser à la marge ? Pardon, je vous pose la question, c'est une question de fond. Mais franchement, vous trouvez qu'ils sont laissés à la marge aujourd'hui ? Je vous pose la question, vous ne pouvez pas les recevoir, vous ? Parce que la CFDT, vous savez, dans ces périodes difficiles, il y a des principes. Le premier des principes, c'est qu'il faut être solide sur ses valeurs.
Nos valeurs, ce sont l'émancipation, la solidarité, l'antiracisme, la question de l'égalité, etc. Et ces candidats ne répondent pas à ces principes, à ces valeurs-là, et donc on va pas commencer à les discuter avec eux, c'est tout. Et vous pensez que, encore une fois, le principe de l'étanchéité, je ne veux pas parler à ces gens-là, ça permet de les combattre? En tout cas, la CFDT va déployer des moyens des argumentaires pour aider nos militants à le faire. Et encore une fois, nous, on veut plutôt parler de ce que sont nos propositions. On a 90 propositions avec le pacte du pouvoir de vivre sur la question écologique, les questions des solidarités, de la lutte contre les inégalités, les questions démocratiques, les questions économiques. La CFDT porte sur son cœur de métier le travail, l'emploi, la protection sociale, les salaires, des propositions propres. C'est là-dessus qu'on veut utiliser les mois à venir pour peser auprès des candidats. Vous êtes contre la vision décliniste, par exemple, d'Éric Zemmour, quand il fait le... Je suis contre l'instrumentalisation de l'histoire pour en faire une opinion. Je suis contre la vision décliniste, contre l'idée qu'il y aurait une France pendant les 30 Glorieuses qui aurait été merveilleuse. Vous savez, les 30 Glorieuses, c'était quoi? 30 Glorieuses ont tiré à fond sur l'environnement. On voit la conséquence aujourd'hui. C'était les femmes à la maison. C'était certes un peu plus de plein emploi, mais enfin, ce n'était pas vraiment le plein emploi. C'était des conditions de travail extrêmement difficiles et ce n'était pas toujours toujours en tout cas de la liberté d'expression, la liberté d'organisation. Donc, ce n'était pas une période totalement rêvée en ce qui me concerne, enfin, l'image que j'en ai. Et donc, je pense que cette idée de revenir à la France d'avant, etc., est une vision mortifère et une vision de recul. Mais, vous savez, c'est un secret pour personne que la CFDT, elle est très éloignée de ces thèses-là. Oui, mais à ce stade, parce que vous dites qu'il y a une normalisation et une banalisation de ce discours-là, mais à ce stade, lui opposer directement votre vision à la sienne, ce ne serait pas intéressant? Mais on le fait. Oui, mais directement, vous voyez ce que je veux dire? Un débat. Mais franchement, débattre avec M. Zemmour, il faut que les politiques le fassent. Ce n'est pas le rôle des syndicalistes. En tout cas, vous ne leur contestez pas le droit et même la légitimité et même la nécessité de le faire en politique. Mais non, mais ce que je vous dis, c'est que nous, on estime que l'extrême droite n'est pas une mouvance politique comme les autres. Elle l'a prouvé dans l'histoire, malheureusement. Voilà. Et donc, aujourd'hui, les discours qui sont tenus, notamment par M. Zemmour, ils sont hallucinants et totalement à l'opposé de ce que porte la CFDT. Donc, on le combattra sur le terrain des idées, mais évidemment qu'on ne le recevra pas à la CFDT pour l'écouter. Vous pensez que la France peut élire Éric Zemmour? Je ne le pense pas, mais surtout, je ne l'espère pas. Vous ne pensez pas? Vous ne pensez pas que c'est une... Vous savez, moi je suis pas politiste, mais ce que je sais, c'est qu'il ne répond pas à ce dont ont besoin aujourd'hui les citoyens et les travailleurs, c'est-à-dire beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de justice sociale, mais aussi un discours positif sur ce qu'on est et ce que nous devrions devenir. Alors la fatigue, encore un mot, n'émousse pas, vous en félicitez peut-être quand même, parfois la revendication dans les entreprises, il le faut. En l'occurrence, là, il y a un mouvement à la SNCF, il y a 3 syndicats, CGT, UNSA... Sudrail, qui s'associe pour menacer de ne pas travailler le premier week-end des départs en vacances, là, ce week-end qui vient. Ce matin, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, appelle à la responsabilité. Il espère la fin du conflit d'ici la fin de cette journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un climat à la SNCF qui est quand même compliqué et Oui, il y a un climat compliqué à la SNCF. On vient de signer un accord salarial qui est une première avancée. Il faut continuer d'aller vers des discussions là-dessus, mais on vient de signer un accord à la CFDT, notamment avec des primes. Mais il y a quand même un sujet conditions de travail à la SNCF. Il y a certaines régions, notamment le sud-ouest, où il y a un manque de contrôleurs. Voilà. Donc il faut traiter ces questions-là. La CFDT ne s'associe pas au mouvement. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'on continue de privilégier la discussion et la négociation et que... Franchement, le premier week-end des congés de Noël, ça ne nous paraît pas, à l'égard de la population, ça ne nous paraît pas approprié, pour dire les choses franchement. Et donc, il faut, discuter dans l'entreprise pour trouver les solutions pour éviter ce conflit social. Mais encore une fois, ça nécessite de répondre sur les questions de conditions de travail. Et puis, je crois, un peu de responsabilité syndicale. Moi, je suis très fier des militants et des cheminots CFDT parce qu'ils font preuve de cette responsabilité syndicale, y compris en n'appelant pas ce week-end. En n'appelant pas ce week-end à la grève. Vous n'y êtes pas favorable. Merci beaucoup. Laurent Berger d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI.